Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On a eu un nouvel ATH sur BTC. Alors, ça a été court, intense, beaucoup de liquidation. Est-ce que ça veut dire qu'on va les retester plus bas? Je vous donne toutes les informations dans quelques secondes. Mais avant, il va falloir passer par les nouvelles et passer principalement par ici. Le fait que l'Ukraine frappe la Russie avec des missiles US sur principalement des longues portées. Alors, ça s'est passé hier, très fort. On a une réaction, en tout cas vocale, de la Russie, avec un communiqué qui s'est effectué. Réaction sur l'or, petite accélération haussière, mais très faible, somme toute. Sur le VIX, qui est l'indice du S&P 500, donc l'indice de l'économie américaine, on voit qu'on a eu une petite mèche, vite rattrapée, donc globalement, pas de grosse réaction au niveau du marché. Et quand on regarde, on a bien, en effet, la Russie qui suspend derrière tout ce qui est trading à dérivés, pour limiter l'impact, justement, de ce type d'action sur son propre marché. Mais est-ce qu'on va changer vraiment quelque chose? Est-ce que ça va impacter quelque chose? Je veux dire, quand on regarde les indicateurs qui sont quand même l'or, ça change pas grand-chose. Est-ce que ça va impacter les crypto-monnaies? Est-ce que c'est pour ça que suite à la TH, on a retracé? Absolument pas. Pour moi, c'est encore une fois du FUD et du FUD. Est-ce qu'il va se passer réellement quelque chose? Oui, c'est possible, mais encore une fois, on prend un maximum de recul. Pour l'instant, il ne s'est rien passé et il n'y a pas plus de peur qu'on essaie de nous en vendre. Et c'est toujours ça la grosse problématique. Avoir la notion entre ce qui est vrai, ce qui va se passer et l'impact réel qu'il y aura. Je pense que le risque de guerre et d'enflammement de la guerre Russie-Ukraine a déjà été pricé par le marché. De toute façon, ça se voit. Le VIX, on va juste dézoomer un petit peu pour bien comprendre où on se situe. Là, c'est juste la chute du 5 août. Regardez bien là où on se trouve. Si on regarde l'envahissement de l'Ukraine, ça a été en 2022, février 2022, on était quand même quasiment 2 fois ou 3 fois supérieur au niveau où on est là. Donc, on prend un maximum de recul, encore une fois. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on a eu une très grosse réussite au niveau du lancement des options sur IBIT, donc sur l'ETF de BlackRock, avec 1,86 milliard de dollars qui ont été tradés sur la première journée, ce qui est énorme, vraiment, vraiment beaucoup. Ce qui montre qu'il y a un véritable intérêt, et ce qui va être aussi très intéressant, c'est de voir quelle va être la répartition des options qui vont être sélectionnées, parce qu'historiquement, on se basait toujours sur les plateformes d'options comme Deribit, qui était vraiment très pro-crypto, donc on n'avait pas forcément de vision purement institutionnelle, alors que là on va vraiment avoir une vision institutionnelle, et c'est quelque chose qui aidera énormément pour la structuration du marché. Bon, il faut encore attendre une semaine, voire un mois de trading, voir si on a toujours un gros intérêt, et où se positionnent les différents ordres, et là on aura vraiment une carte des couvertures des institutionnels sur la structuration de leur exposition au BTC, et ça va être vraiment passionnant. J'aimerais juste rappeler quelque chose, parce qu'on a toujours cette impression que c'est fini ou que ça va pas assez vite, que ça devrait aller plus vite parce qu'on a eu une grosse accélération au niveau de BTC. Ici, nous avons les UTXO, donc c'est-à-dire globalement ceux qui détiennent du Bitcoin, je simplifie énormément, mais ceux qui détiennent du Bitcoin qui sont en profit. J'allais vous dire, c'est normal, on est dans une phase d'ATH, donc de haut, de plus en plus haut au niveau de Bitcoin, et du coup, on va vers des prix qui n'ont jamais été découverts. Donc c'est normal qu'on soit vraiment tous en profit, tous ceux qui détiennent du Bitcoin, parce que c'est des nouveaux prix, c'est la découverte de prix, et c'est tout à fait logique. Et quand on regarde les phases de découverte de prix, on voit bien que ça dure sur le temps, parce que c'est long, ça prend du temps à faire des découvertes de prix. Et on est juste sur le début ici. Et donc c'est juste pour vous rappeler qu'on a une temporalité qui est encore différente. Ne soyez pas impatients. Je vois toujours des gros impatients, limite dans l'incompréhension totale de ce qui se passe et de ce qui va se passer par la suite. On prend un maximum de recul. En effet, il va y avoir le cycle BTC, on va pousser, on va aller le voir tout à l'heure dans la partie technique, et ensuite on aura la phase des altcoins, mais encore une fois, on prend un maximum de recul, ça va prendre du temps, et tant mieux. Si tout se jouait en quelques semaines, à ce moment-là, ce serait quand même très compliqué. Bon, on va le voir tout à l'heure qu'en effet, il y a quelques semaines qui sont importantes à ne pas louper, mais ça c'est une notion de temporalité générale, et ça va être
aussi un élément qu'on va aborder dans la partie technique. Je vais parler de la proposition de Trump de retirer les taxes sur les crypto-monnaies dans toutes les cryptos qui sont émises aux États-Unis. On parle de BTC, ADA et XRP, et peut-être d'autres qui viendraient s'installer aux USA. Alors, pourquoi j'en ai pas parlé avant? Parce que ça reste une proposition, on verra bien si c'est mis en place ou pas, et de quelle façon. Encore une fois, tant que ça reste des propositions, on price une spéculation de ça, et c'est pour ça qu'on a une réaction au niveau de l'ADA et de XRP entre autres, parce qu'il y a d'autres raisons, mais c'est, voilà, une partie de la spéculation qui est en train de se faire, en plus des annonces qui ont eu lieu sur chacune des cryptos respectivement. Et donc, forcément, il y a un intérêt, parce que ça fait un impact très fort. Aux USA, on parle de 34% en moyenne d'imposition, et là, on retirerait ça. Ça veut dire aussi que beaucoup de cryptos et beaucoup de sociétés crypto viendraient s'installer directement aux USA. C'est une façon de faire qu'on a déjà vue sous Trump, notamment, et pas que, c'est de créer un écosystème qui est tax-free pour que les sociétés viennent s'installer, pour ensuite retaxer par la suite. D'accord? C'est quelque chose qui se fait généralement en 3-4 ans, globalement le temps d'un mandat, on le voit venir, et il va falloir valider, est-ce que, c'est mis en action? De quelle façon? Est-ce que c'est vraiment cette façon-là? Donc on prend du recul, parce que pour l'instant, c'est juste des propositions et des suppositions. Oui, ça peut changer beaucoup de choses, mais encore une fois, je rappelle que Trump n'est toujours pas le président des USA, n'est toujours pas rentré à la Maison-Blanche, et ça se fera début 2025. Dans les autres nouvelles très importantes, nous avons Michael Saylor qui a pitché à Microsoft, en tout cas au bord de Microsoft, une stratégie pour acheter du Bitcoin et l'intérêt de la composition de sa stratégie. Pourquoi MicroStrategy marche mieux que Microsoft en termes d'expansion forte et quelle est la liaison qu'il a par rapport à Bitcoin? J'ai fait toute une vidéo dessus, je vous la mets en fin de vidéo si ça vous intéresse, mais en effet ça pourrait être intéressant que Microsoft commence à investir une partie de sa trésorerie dessus. On pourra avoir un S&P 500 du coup qui décolle avec le Nasdaq. Et à côté, en effet, une demande encore plus exacerbée au niveau de Bitcoin. On va pas se cacher que ça joue énormément en faveur de Michael Saylor, parce que ça veut dire que MicroStrategy a réussi son pari, parce qu'il va avoir encore plus de demandes dessus, plus il y a de demandes, plus il y a d'intérêt. Et on peut dire qu'il y a déjà de l'intérêt. Je veux dire, là je suis sur Reuters, Party Business, et le premier article, en gros, ce matin, c'est que on a Bitcoin qui casse les 94 000 $. Je vous avais dit que c'était vraiment très court, mais ça a suffi pour être noté et faire partie des grosses informations. Et je suis sûr que ça va être relayé sur d'autres médias. Et là, on retourne vraiment ce qu'on a déjà vécu dans les cycles précédents, dans lequel, à chaque ATH, on va avoir une couverture médiatique. Et je peux vous assurer que lorsque l'on cassera les 100 000 $, donc c'est-à-dire le passage à 6 chiffres, on aura vraiment une couverture médiatique qui sera énorme, vraiment beaucoup plus importante que ce qu'on a là, et ça va être quelque chose qui risque d'être excessivement volatile, il va falloir être préparé. Pendant ce temps-là, nous avons Trump qui continue à mettre en place les personnes pour son administration. On voit ici le PDG de BlackRock qui pourrait être intéressé. Alors non, c'est faux. Le PDG de BlackRock ne pourrait pas être intéressé, mais en tout cas, des membres de BlackRock pourraient être intéressés pour se placer dans l'administration Trump. Alors c'est quelque chose qu'on avait déjà vu. BlackRock avait joué un rôle énorme en 2008 lors de la crise des subprimes, en rachetant une grosse partie des mauvaises dettes et en étant conseil de la Maison Blanche sur comment gérer cette dette-là. Comment gérer toute cette crise qui était vraiment une crise de liquidité énorme. Je pense que BlackRock va être en bonne position encore et toujours pour conseiller sur les futures crises que l'on pourra avoir, crise financière. Avant d'aller sur la partie technique, parce que vous allez voir, on va faire des choses très intéressantes, j'aimerais vous rappeler deux choses. La première, c'est que vous avez accès à mon groupe privé, qui est en commentaire en description si jamais ça vous intéresse, dans lequel vous allez retrouver une méthode d'investissement, des outils très forts, très puissants, des stratégies d'achat-vente. Et si jamais vous avez besoin d'accompagnement pour mettre en place votre stratégie, c'est quelque chose que je propose aussi. Si ça vous intéresse, c'est en commentaire en description. Il va falloir prendre un appel avec quelqu'un de mon équipe pour faire un point sur votre situation et valider si oui ou non on peut vous accompagner et de quelle façon on peut vous accompagner. C'est en commentaire en description si jamais ça vous intéresse. On attaque la partie technique. S&P 500, réaction haussière, plutôt forte hier. Ce qu'on attend, c'est encore une confirmation et toujours dans notre biais de dire qu'on est ici dans une forme de retest avant de repartir à la baisse. L'autre structuration que l'on pourra avoir, ce serait une continuité haussière. Pourquoi? Parce que on a touché ici, tac, on voit la loi de continuité sur Fibonacci, sur cette accélération haussière.
382,05 à 5860. Ok, on a bien clôturé au-dessus. Donc ça voudrait dire qu'on pourrait aller chercher ici la target 6100, 6200 à surveiller si jamais on fait une rupture ici des 6000 points. Ça va être la target qu'il va falloir se fixer. Nasdaq, un petit peu pareil, hein, toujours dans le même biais, dans lequel on pourrait se dire qu'on pourrait être juste dans une phase de retracement pour rechanger du short, pour aller chercher un petit peu plus bas, faire du retracement sur un mouvement plus gros. C'est ce que je préférais sur les deux, c'est-à-dire que oui, court terme, on irait chercher un petit peu plus bas, mais ça veut dire aussi qu'on recharge et on fait une continuité sur un mouvement avec plus d'amplitude pour aller chercher des targets beaucoup plus hautes par la suite. Bon, c'est encore à déterminer, il va falloir surveiller ça de près, encore une fois, surtout qu'on a le dollar qui continue à chuter. Là, on est à 106,306, à surveiller toujours la barre des 106 $, très important, qui permettrait de pouvoir valider si on a un dollar qui va aller chercher plus haut. Donc ici, on ferait une confirmation et on irait chercher un petit peu plus haut avec les 108. Et là, potentiellement, on irait avoir un dollar qui serait très très fort dans les mois, années à venir. Sinon, ça veut dire qu'on consolide et on va chercher plus bas, encore une fois, dans les 101 $. Et donc, on est toujours dans notre range depuis 2022. D'accord? Décembre 2022, on voit bien, hop, on est dans cette phase de range au niveau du dollar, consolidation. Et généralement, quand on a une phase de range, ça veut dire deux choses. Ça veut dire qu'on va repartir dans une phase de tendance. La question à voir, c'est est-ce qu'on est dans une accumulation et réaccumulation ou une distribution? Là, j'ai envie de vous dire, ça ressemble quand même grandement à une réaccumulation avec un dollar qui repartirait à la hausse. Et si on va sur BTC, BTC, on est toujours dans une phase d'accélération haussière. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a une forme de grading qui est en train de se faire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, au lieu d'avancer soit sur une forme de range et d'accélérer à la hausse, ou tout simplement de retracer et accélérer à la hausse, on a en fait une accélération qui est sous une forme de cric haussier. Et c'est quelque chose que l'on voit assez régulièrement quand on a un travail du cours entre le spot et le dérivé. Je vais vous expliquer ça en quelques secondes. C'est quelque chose qu'on a vu, encore une fois, ici. D'accord? Ça, c'est l'exemple d'un cric haussier qui a été quand même très compliqué à gérer, basé purement sur de la spéculation, on le voit bien, et donc ça a duré quand même de 25 octobre jusqu'au 1er décembre. Et c'est un petit peu ce que l'on voit là sur les mêmes périodes, entre guillemets. On est en novembre et dans lequel on a mis en place un cric haussier, quand on regarde en tout cas en daily. Quand on regarde en une heure, ça ressemble pas forcément à ça. Et là, je vais vous décortiquer ce mouvement parce que c'est vraiment très très intéressant. La première chose qu'on va faire, c'est on va prendre le top et on va remettre sur le nouveau top au niveau du mouvement total, d'accord, qui est le mouvement total, pour avoir les zones de retracement à surveiller, qui sont les 382, les 85 839 $ et les 0,5 83 323 $, qui sont les zones de continuité de tendance, si jamais on fait un retracement, qui vont être à surveiller pour avoir une réaction haussière forte pour bien valider une continuité de tendance. Entre temps, on voit qu'on a créé beaucoup de liquidités. Ici, sur les dérivés, on a créé énormément de liquidités longues en dessous de cette trendline. Pareil, on les a renforcées ici. Et on en avait créé beaucoup ici. Qu'est-ce qui s'est passé? On est allé les chercher avec une mèche. Et ensuite, on est redescendu et on a renforcé les liquidités là. D'accord? Donc ça veut dire qu'on a beaucoup de monde qui sont ici au sud. C'est-à-dire beaucoup de liquidités qui sont vers la partie basse. Et assez peu de liquidités sur la partie haute parce qu'on est allé les chercher directement. Mais ça empêche que juste le fait de faire cette mèche-là a entraîné beaucoup de shorts. Parce que, à chaque fois, on cherche à aller accompagner le cours à la baisse. Avec ici une réflexion qui est systématique, que l'on retrouve en disant on ne peut pas aller plus haut, ça veut dire qu'on va retourner le marché et on cherche à shorter le bear market alors qu'on est en plein bull run. N'oubliez pas, nous sommes en plein bull run. Ce n'est pas parce qu'à un moment donné, on va peut-être aller chercher de la liquidité en bas qu'on n'ira pas faire une mèche meurtrière en haut. C'est quelque chose qu'on a déjà vécu et c'est toujours le jeu de la liquidité. Pour pouvoir pousser fort, très très fort, il faut de la liquidité au-dessus. Et plus on a besoin de liquidité au-dessus, plus on doit la construire. Et pour la construire, généralement, on va faire un mouvement baissier, on va liquider tous les longs, on va alléger le marché et on va repartir à la hausse. D'accord? Donc ça va être à surveiller. Si on casse ici ces niveaux-là, c'est-à-dire qu'on va aller chercher cette liquidité, je pense même qu'on ira chercher potentiellement cette liquidité-là, et on verra ce qu'on fera dans les 89-88. D'accord? Là, c'est un niveau qui est plutôt classique, dans lequel on irait chercher ici, et ici, ça veut dire qu'on est dans un range de temporisation, pour pouvoir repartir à la hausse, et ce serait tout à fait cohérent en termes de pattern. Est-ce qu'on est dans une forme de distribution de Wyckoff? Non, encore une fois, même si on a un PSI ici, un BC, un AR, et qu'on a, un BC, un AR, un ST, un SO, et un UT, c'est pas une distribution. Pour moi, on est plus dans une forme de réaccumulation. Quand on regarde les volumes,
on regarde les volumes ici, on voit bien qu'on a une structuration de volume haussier sur l'UT, des volumes haussiers acheteurs qui ne sont pas des volumes haussiers vendeurs. Donc on n'est pas dans une distribution, on est bien dans une forme de réaccumulation. Avec la création d'une résistance, on accumule la liquidité au-dessus de cette résistance pour aller chercher et pousser le cours, un short squeeze, ce qu'on a déjà connu. Au niveau des ETF Bitcoin, on voit que on continue à alimenter la machine, 816 millions de dollars qui ont été injectés dans les différents ETF, c'est positif et c'est quelque chose qui nous valide un intérêt fort et un intérêt fort sur le marché. Et c'est, encore une fois, positif. Deux autres choses que je vais vous montrer avant de parler de la liquidation. La première chose, c'est que en termes de volatilité, on est relativement faible. Encore une fois, on est sur la volatilité en semaine et on voit qu'on est à peine ici sur le niveau des 10. Quand on regarde le niveau du cycle précédent, je les ai notés ici pour bien vous montrer l'évolution, ça va jusqu'au niveau de 31. Donc on a peu de volatilité, somme toute. On a fait une accélération, oui, une accélération qui a été impressionnante pour ceux qui n'ont pas l'habitude, mais c'est quelque chose que l'on voit souvent dans les autres cycles, entre 30 et 35%, voire 40%, qui est une accélération plutôt cohérente au niveau de BTC. Donc on est dans quelque chose de plutôt classique, et quand on regarde ici la part des stablecoins par rapport à l'ensemble des crypto-monnaies, on voit qu'on est dans une zone qui est très intéressante, les 6%, ok, les 6%, mais si on casse ce niveau-là, on voit qu'on va bien avoir une accélération baissière pour aller chercher les 3%, et ça, ce delta-là, c'est la prochaine grosse accélération. Ce delta-là est suffisant pour justement donner une hyper-accélération du cours. Alors, est-ce qu'on doit y aller tout de suite? Là-dessus, toujours, je regarde les clusters de liquidation, j'ai envie de vous dire, on a encore beaucoup de longues. Qu'on prend un petit peu de recul et qu'on voit qu'on a toujours autant de longues et qui sont situées pile poil dans la zone que je vous ai montré tout à l'heure, ça nous explique certainement qu'on va faire une petite mèche pour aller liquider une grosse partie de ça, pour pouvoir renforcer la partie supérieure, parce qu'on voit que juste cette descente-là a entraîné la création de beaucoup de shorts, mais pas suffisamment. Peut-être avoir une petite mèche pour aller liquider tout ça avant de repartir. Et ça, il ne faudra pas avoir peur. Encore une fois, c'est toujours un jeu entre les émotions, entre la cupidité, le tout de suite maintenant, et la peur. Trois émotions importantes, impatience, peur et cupidité. Et c'est le mix de ces trois qui fait que généralement on fait des mauvaises décisions. Et c'est ces mauvaises décisions qui entraînent qu'on n'est pas capable d'investir correctement, ou en tout cas, on se fait plumer à la fin. Et c'est pour ça qu'il faut prendre un maximum de recul. Oui, il y a eu une hyper-accélération, on était très content, on était très cupide, on comprend pas pourquoi on range, pourquoi les altcoins ne poussent pas, on commence à se poser plein de questions, trop de questions, on commence à avoir peur, et on commence à réagir, et à faire des actions que l'on ne devrait pas faire si on était purement factuel. Encore une fois, prenez un maximum de recul, positif, oui, on peut aller liquider du monde, et c'est tout à fait normal, et c'est comme ça que ça fonctionne. Encore une fois. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.